L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce journal. À la une de l'actualité, ce vendredi au Nigeria, un accord aurait été trouvé avec le groupe islamiste Boko Haram. Il serait essentiellement question d'une trêve et la libération des lycéennes enlevées il y a 6 mois. Le Parti démocratique gabonais a célébré ce jeudi le 5e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba. Malgré une opposition farouche de ses amis d'hier, le chef de l'État gabonais affiche sa conviction de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Célébration également ce vendredi de la journée mondiale du refus de la misère. Il s'agit de faire entendre la voix de quelques 1,5 milliard de pauvres dans le monde et mobiliser citoyens et pouvoirs publics sur leur sort. Voilà pour le sommaire au Nigeria. Les autorités ont annoncé ce vendredi avoir conclu avec les islamistes de Boko Haram un accord de cessez-le-feu neutre prévoyant la libération de quelques 200 lycéens enlevés il y a 6 mois à Chibok dans le nord du pays. Dans le même temps, on apprenait que 107 islamistes et 8 soldats camerounais ont été tués au cours de combats dans le nord du Cameroun. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a fêté ce jeudi les 5 ans de son accession au pouvoir. Élu en 2009, le président gabonais avait suscité de fortes attentes avec des promesses faites aux populations pendant la campagne électorale à 2 ans de la fin de son mandat, dont le bilan est critiqué par l'opposition. L'heure est tout de même au bilan d'étape. Faisons le point de quelques réalisations avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzi. Hier, un rêve, mais surtout un casse-tête pour les usagers de la nationale. L'aménagement de l'axe PK12 Ntoum devient une réalité. Le projet, porté à bout de bras par l'Agence nationale des grands travaux, est la matérialisation de la promesse du président gabonais à ses compatriotes. Le chantier avance, même s'il faut reconnaître qu'il a pris du temps. Vous avez l'impression que ça prend du temps, mais nous, on fait un travail de qualité, on fait un travail qui est contrôlé. Selon la nécessité du chantier, et nous évoluons progressivement selon, n'est-ce pas, ce qu'il y a comme tâches, etc. Parce que n'oublions pas qu'il y a les ouvrages et ce qui sont pris en compte. Donc nous évoluons par rapport aussi à les travaux qui doivent se faire sur ces ouvrages-là. Sur cette voie réaménagée, le riverain qui marque une pause au kilomètre 15 sera certainement surpris à perte de vue d'y observer les efforts de construction de logements sociaux entrepris par le gouvernement via la Société nationale de logements sociaux. Là aussi, c'est une autre promesse du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Une promesse en voie d'achèvement, le projet est inclusif. Nous allons nous adresser à une autre catégorie, puisque c'est l'objet aussi de notre existence. Donc les Gabonais, non seulement économiquement faibles, mais aussi les Gabonais qui ont des revenus qui ne leur permettent pas d'être éligibles au crédit bancaire, comme c'est le cas dans le cas du programme, le premier programme que nous avons dénommé Creux de bouclillage. Reste à fixer et à éclairer l'opinion sur les procédures d'acquisition de ces logements, dont l'un entièrement meublé offre déjà la tendance générale à tous les visiteurs. Nous avons 2 étapes. La première étape, en fait, c'est la promesse de vente qui se matérialise par un contrat de réservation qui est signé entre le futur acquéreur et la Société nationale de logement social que je représente. Ça, c'est la première étape. Nous allons adjoindre, à l'occasion de l'acte de vente, qui est la deuxième étape, donc devant le notaire, nous allons adjoindre tout effectivement foncier qui concerne le terrain. Les conditions pour y accéder sont claires. Être gabonais, être locataire donc primo-accédant à la propriété et être éligible au crédit bancaire. Et puis ce vendredi, c'est la journée mondiale du refus de la misère. La pauvreté gagne du terrain dans le monde. Déjà exclus économiquement et socialement, les pauvres sont aussi victimes de préjugés et autres discriminations. Mais attention, certaines images peuvent choquer. 1,5 milliard. Voilà le nombre réel d'êtres humains en situation de pauvreté dans le monde. Un phénomène d'une force terrifiante qui tient dans ses filets un tiers de la population. La Banque mondiale considère qu'une personne vivant avec moins d'1 euro par jour fait partie de cette catégorie. Et la pauvreté est multidimensionnelle. Elle s'immisce dans tous les aspects de la vie. Une de ses conséquences principales, la malnutrition.
La faim est la plus meurtrière dans le monde. Elle tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose réunis. Un être humain sur 9 se couchera le ventre vide. Et souvent, ils viennent chercher de l'aide ici dans ces camps qui sont déjà surpeuplés. Ce sont des conditions propices à la prolifération du choléra, la prolifération de la dysenterie et des maladies respiratoires. Ces personnes vivent dans une telle proximité, ce sont vraiment des conditions très très difficiles. Autre conséquence, l'accès aux soins de santé. Plus d'un tiers de la population mondiale n'a toujours pas droit aux médicaments essentiels et certains doivent marcher des jours et des jours pour arriver au dispensaire le plus proche. Le combat contre la pauvreté est sans frontières. Aujourd'hui, d'après les Nations Unies, la crise financière, les conflits violents, les catastrophes naturelles sont des facteurs qui pourraient aggraver encore plus la pauvreté dans le monde. Autre célébration au Niger, les organisations de la société civile ont, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, organisé une journée de réflexion sur la protection juridique du droit à l'alimentation. En somme, il s'agit de réfléchir sur la possibilité de doter le Niger d'une loi qui encadre le droit à l'alimentation. Sarki Aboubakar Azagabachi avec notre bureau à Niamey. La protection juridique du droit à l'alimentation était au centre des réflexions à l'occasion de cette journée mondiale. Pour les organisations de la société civile nigérienne, la nécessité de doter le pays d'un texte de loi s'impose. L'objectif étant de rendre justiciable le droit à l'alimentation. Nous voulons résoudre ce problème en faisant une proposition qui permet vraiment des recours en cas de violation, que ce soit par l'État ou d'autres acteurs. Les citoyens peuvent faire des recours. Et cette loi va aussi définir de façon plus précise les obligations de l'État en matière de réalisation du droit à l'alimentation. De façon concrète, qu'est-ce que l'État doit faire pour respecter lui-même le droit à l'alimentation, qu'est-ce qu'il doit faire pour protéger ce droit et qu'est-ce qu'il doit faire en termes d'action pour donner effet, pour réaliser concrètement ce droit-là. Un texte de loi soumis aux parlementaires au cours d'un dîner d'échange. Ici, tous s'accordent sur le principe et saluent la démarche. Aujourd'hui, la preuve a été faite que la société civile peut être à l'initiative de création de lois. Le droit à l'alimentation est un droit qui a été consacré par notre loi fondamentale, mais au niveau de notre ordonnancement juridique, rien n'était prévu par rapport à ce sujet et le consortium pour le droit à l'alimentation a eu l'idée lumineuse de se saisir de la question et de demander à un groupe de députés de bien vouloir prendre l'initiative d'être les porteurs de cette loi. Je trouve que cette initiative est une initiative louable. En attendant que cette proposition de loi soit soumise à l'Assemblée nationale puis votée et promulguée, rappelons que cette disposition est déjà pratiquée dans de nombreux pays. Cérémonie de fin de formation sur les techniques de maintien de l'ordre ce vendredi à la place d'armes de la gendarmerie nationale de Bamako au Mali. L'objectif était de renforcer les capacités opérationnelles des stagiaires au fin d'intégrer les techniques et les principes et les standards internationaux en la matière dans leur activité au quotidien. Reportage Abdoulaye Maïga, Sekou Doumbia, commentaire Aminata Marikou. Conformément à la résolution 2164 des Nations Unies, la MINUSMA, à travers la composante police, a initié cette formation en maintien d'ordre. Suite d'une série, cette formation tient en compte des besoins spécifiques des forces de sécurité maliennes. Dire combien pour la MINUSMA est important d'accompagner les services de sécurité maliens à avoir les outils en termes de capacité à maîtriser le phénomène, tout ce qui est trouble à l'ordre public. Pendant 2 semaines, les stagiaires venus d'horizons divers, police nationale, garde nationale et la FPU Bangladesh qui représente la composante police UNPOL, dans un souci de cohésion et d'opérationnalité sur le terrain, ont été outillés pour utiliser judicieusement les techniques de vagues de refoulement, d'interpellation, de progression, d'évacuation d'un bâtiment occupé, de débarquement-embarquement, de contrôle de zone et de marche. Après de belles démonstrations sur les techniques de maintien d'ordre, place à la remise symbolique de 15 diplômes répartis entre 10 stagiaires et 5 formateurs. Aux stagiaires maliens
Il revient à chacun de vous de manifester dans vos faits, gestes et comportements de tous les jours l'exemple du citoyen modèle. L'heure est à la vigilance, le temps de la routine est terminé. La complicité active des acteurs de la sécurité est l'illustration parfaite de la présente formation qui a regroupé 60 policiers maliens, 75 agents de la garde nationale et 35 Bangladeshis. Je vous propose à présent un tour d'horizon de l'actualité en bref et en images commentées par Daouda Kamati. En République démocratique du Congo, la réaction de Kinshasa n'a pas tardé au lendemain de la publication d'un rapport du chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme. Ce rapport accable la police congolaise, accusée d'exaction lors d'une opération coup de poing pour traquer les délinquants de Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014. Selon ce rapport, au moins 9 personnes ont été exécutées par balle et 32 personnes sont toujours portées disparues. Pour Kinshasa, c'en est trop. Le ministre congolais de l'Intérieur a demandé ce jeudi 16 octobre le départ du chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme en RDC, Scott Campbell. Côte d'Ivoire. Rentrée dimanche du Ghana où elle était en exil depuis 3 ans, Marguerite Gado, mère de Laurent Gbagbo, est décédée ce mercredi à l'âge de 94 ans à Yamoussoukro alors qu'elle était en route pour son village natal de Blonzon. La vieille ou Maman Gbagbo, comme elle est surnommée affectueusement, fait la une de la presse ivoirienne. L'avocat d'Oscar Pistorius a demandé ce vendredi des travaux d'intérêt général comme peine pour le champion, estimant que la prison ne serait pas une punition appropriée pour l'homicide involontaire de sa petite amie en 2013. Sur le front de l'épidémie Ebola, l'Organisation mondiale de la santé annonce avoir retiré le Sénégal de sa liste des pays touchés par le virus. Le Sénégal a réussi à éviter toute contamination sur son territoire après l'importation d'un seul cas déclaré. Le soulagement également en France après les premiers tests sur une infirmière hospitalisée depuis hier près de Paris. Ils se sont révélés négatifs à Ebola. L'infirmière en question avait développé une forte fièvre quelques jours seulement après s'être occupée d'une jeune humanitaire française rapatriée du Libéria et qui souffrait évidemment d'Ebola. Derrière les grilles de l'hôpital militaire Bégin, l'infirmière suspectée d'être contaminée par le virus Ebola retrouve un peu d'espoir. Les premiers tests sanguins effectués se sont révélés négatifs. Jeudi, alors qu'elle souffre d'une fièvre importante, les secours viennent la chercher à son domicile de Puteaux en fin de matinée. L'infirmière est évacuée sur un brancard par des pompiers en combinaison étanche. Ça fait un drôle d'effet, quoi. C'est impressionnant. Il y avait une quinzaine de pompiers en tenue jaune et les autres, ils étaient en uniforme, donc il n'y avait aucun risque. C'est pas dans l'air, quoi. Voilà, ils allaient jusque là et moi, ils m'ont juste dit de pas sortir, hein, mais ça voulait pas dire que c'était contagieux. Afin d'exclure définitivement une contamination par le virus Ebola, d'autres tests doivent encore être réalisés. Pas question donc de sortir de l'hôpital dans l'immédiat pour la patiente. Elle faisait partie de l'équipe médicale en charge de cette infirmière de Médecins sans frontières, soignée après avoir contracté le virus Ebola au Libéria. À l'hôpital Bégin, la prudence est de mise en attendant les résultats des nouveaux tests. Du côté du gouvernement, on se refuse à tout commentaire pour ne pas alimenter la psychose. En bref, encore nouveau heure à Hong Kong. Ce vendredi, la police a tenté en vain d'évacuer le campement de Mong Kok, un des 3 sites encore occupés par les pro-démocraties, alors qu'hier, le chef de l'exécutif appelait les étudiants au dialogue. Ouverture ce vendredi d'un sommet Europe-Asie à Milan en Italie, un sommet qui réunit 52 chefs d'État, en principe pour parler coopération économique et échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie. Mais le sommet a largement été dominé par la rencontre entre les présidents russes Vladimir Poutine et ukrainien Poroshenko. Les 2 chefs d'État vont tenter d'avancer sur la question délicate du conflit entre Kiev et les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Des cercueils recouverts de drapeaux bleus et jaunes. À Dnipropetrovsk, vendredi matin, l'armée ukrainienne rendait hommage à une vingtaine de soldats tombés dans la région du Donbass, dans l'est du pays. Au même moment, à 3000 km de là, le sort de l'Ukraine se joue au sommet de la SEM à Milan, en Italie.
La poignée de main est si rapide qu'elle n'a pas le temps d'être filmée. Mais qu'importe, ils sont là tous les deux, assis autour de la table. Le président russe Vladimir Poutine d'un côté, son homologue ukrainien Petro Poroshenko de l'autre. C'est leur première rencontre depuis fin août. 1h30 plus tard, à la sortie, l'humeur est plutôt à l'optimisme. C'est du moins ce qu'affirme Vladimir Poutine. C'était une bonne réunion, positive. Vladimir Poutine a dit très clairement qu'il ne veut pas d'un conflit gelé, il ne veut pas diviser l'Ukraine, mais si c'est le cas, alors la Russie doit maintenant agir pour mettre en place toutes les mesures convenues, retirer ses troupes de l'Ukraine, retirer ses armes lourdes de l'Ukraine et respecter tous les accords. Car l'accord de cessez-le-feu signé le 5 septembre à Minsk n'a jamais été respecté. Les dirigeants pensent bien, la négociation avec Moscou sera âpre et Angela Merkel n'hésite pas à le dire. Pour l'instant, je ne vois encore aucune percée. On va continuer à parler. Il y a des avancées sur des détails, mais le problème principal reste la violation continue de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En fin d'après-midi, toutefois, Kiev et Moscou semblaient s'être mis d'accord sur 3 points. Le respect strict de l'accord de Minsk, l'organisation d'élections locales à Donetsk et la question épineuse des contrats gaziers. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite du programme tout à l'heure à 20h30. À votre avis, à 21h30, Afrique Info première partie et à 22h15, votre série Feuilleton, votre feuilleton Saloni. Passez donc d'excellents moments à notre compagnie et à demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.